Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Yes, yes. Ok, super, très bien. Donc ça va être en français, hein. Donc, la présentation, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Ziad Jmei, je suis professeur à l'INIT et directeur du laboratoire de recherche Oasis. Vous voyez le cycle là. Donc Oasis pour dire optimisation, analyse des systèmes industriels et de services. Donc on utilise beaucoup d'outils dans la programmation dynamique qui fait l'objet de notre travail, donc de notre session d'aujourd'hui. C'est à distance, mais on essaiera que ça soit le plus interactif possible. Donc, si vous avez des questions, pas m'interrompre. Donc, moi, je vous poserai aussi quelques questions par rapport à ça. Okay. Donc, on va démarrer ce que j'ai préparé pour cet après-midi. Donc, session, 3 parties. Je vais commencer par un petit exemple pour commencer, pour effectivement montrer vraiment l'utilité de la programmation dynamique. Après, la programmation dynamique de base, et on finira aussi par exemple où on va appliquer un peu ces concepts. Donc, pour résoudre, ça dépendra du temps, donc résoudre peut-être 2 problèmes autour, donc, qui peuvent être résolus par la programmation dynamique. Donc, commencer. Un premier, donc, pour introduire un peu les exemples et de carrière. Donc là, ce que vous voyez, c'est une supply chain donc, d'un industriel automobile, c'est PSA, Peugeot, Citroën. Si on est responsable de cette supply chain, donc quand on dit supply chain, c'est les flux de matière des fournisseurs jusqu'au client final. Donc, on a des flux de constituants. Donc, pour construire une voiture, fabriquer une voiture, on a besoin de pièces. Ces pièces arrivent un peu partout dans le monde, du global sourcing, des usines qui peuvent être des fournisseurs proches, lointains. Donc, pour livrer ces pièces-là, par exemple, pour le groupe ISH, je le connais bien, j'ai travaillé avec eux pas mal de temps. Donc, 2400 sites d'expédition. On parcourt en moyenne, donc il y a 4500 camions par jour et 550 kilomètres parcourus par camion. Donc, au moins, pour vous montrer un peu l'impact des flux ici. Pareil, une fois le produit fabriqué, la voiture fabriquée, il faut distribuer tout ça. Donc, on passe par des plateformes internationales, régionales, jusqu'à arriver vers le concessionnaire. Le coût de cette supply, c'est après, donc, ça représente 5% du chiffre donc, de l'entreprise. Un deuxième exemple, Amazon, par exemple, quand il prépare des colis, quand il prépare des commandes, vous avez des entrepôts qui représentent parfois 5-6 terrains de foot de surface et vous avez ces appels-là pour récupérer des pièces, pour récupérer. Donc, cette opératrice-là, elle fait 18 à 20 kilos. Il récupère un colis toutes les 33 secondes. Et ça coûte, pour beaucoup d'entrepôts, cette opération qu'on appelle picking, en entrepôt, ça coûte à l'entreprise 56% du coût de l'entrepôt. Donc, c'est vraiment le centre de coût le plus important. Un autre exemple, et là, on ne parlera pas de coût, mais on parle de quelque chose de plus vital, c'est des vies de gens. Donc, si je regarde un centre SAMU, donc il va recevoir des appels d'urgence, donc des appels de personnes en détresse. Il faut qu'il déploie des ambulances pour aller cette personne-là, pour effectivement le secourir. Chaque minute coûte à peu près 7 à 8% d'espérance, donc de chance de survie. Donc, une personne, chaque minute, il perd 7 à 10% de chance de survie. Et si on arrive au bout de 30 minutes, après 30 minutes, normalement, la plupart des enquêtes qui ont été faites montrent, par exemple, pour un arrêt cardiaque, les chances pour survivre, elles sont négligeables. Donc, elles sont à zéro. Donc, tous ces problèmes-là, un point commun, c'est ce qu'on appelle le problème du plus court chemin. Donc, il faut ramener les pièces ici
vers les usines et donc trouver le plus court chemin. Là, pareil, il faut aller entre les allées, trouver le plus court chemin pour chercher des produits. Et là, il faut aller le plus court chemin pour aller secourir cette personne qui est là. Donc, on a un problème qui est vraiment un problème de base dans l'entreprise, soit pour les entreprises industrielles, quand on fabrique des produits, donc tout ce qui est récupération de produits, collecte ou livraison, pour des entreprises de services telles que les hôpitaux, telles que plein d'autres entreprises, des entreprises de maintenance, ou même pour d'autres problèmes hors industrie, donc dans les télécommunications, dans plein de domaines. C'est un problème de base et sa résolution permet d'améliorer les performances des systèmes qu'on a vus avant. Donc, quand on parle de problème de plus court chemin, si j'essaie de résumer un peu, il faut le modéliser pour pouvoir le résoudre, il faut le modéliser. Donc, quand on parle de modèle, vous avez 4 composantes de base d'un modèle. Il faut définir ce que c'est une performance. Donc, par exemple, je veux minimiser les coûts, Peugeot Citroën essaie que ça lui coûte le moins cher possible. Pareil pour Amazon. Ça peut être des émissions CO2, on veut réduire les émissions CO2. Ça peut être réduire les nuisances sonores. On passe par exemple les livraisons dans les villes, ainsi de suite. On a envie de livrer en soirée pour gagner du temps et ça crée des nuisances sonores. Donc il faut pouvoir les réduire. Donc il faut définir des performances et ça peut être d'autres performances qu'on peut avoir là, par exemple sauver des vies, plus de vies, ainsi de suite, augmenter l'espérance de vie des personnes en détresse pour le SAMU. On a besoin de variables de décision. Donc, c'est quoi les chemins possibles? Par exemple, sur cette petite carte ici, je pars du point 1, je veux aller vers le point 7. Je peux, par exemple, aller faire le 2, 5, 7. Je peux aller vers 4, 6, 7, ainsi de suite. Donc, vous avez même, s'il n'y a que 7 points ici, vous avez quand même une dizaine de chemins possibles. Il faut des données, c'est des distances, des temps, des coûts. Combien de temps il me faut pour aller de 1 à 2? Quelle est la distance? Combien ça coûte? Ainsi de suite. Donc ça, c'est les données nécessaires pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et bien sûr, vous avez des contraintes à respecter, des cartes routières. Donc, je ne peux pas traverser, malheureusement, là, c'est probablement un bâtiment, donc je ne peux pas traverser par là. Il faut suivre les routes. Vous avez des routes à sens unique. Donc, par exemple, là, vous voyez, c'est les flèches en rouge. Ça représente des routes à sens unique. Vous avez une densité de trafic. On peut tomber sur des centres-villes où il y a beaucoup d'embouteillages, des feux rouges, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là, c'est à prendre en considération pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Et donc, par exemple, on travaillera sur un premier exemple rapidement. Vous allez me donner normalement la solution optimale en 1 minute. Supposons que mon problème, c'est je veux minimiser le coût, et le coût, c'est une fonction de la distance. Donc, ça va traduire ce graphe-là, l'enrichir avec les distances. Par exemple, la distance entre ce point de départ et le point 2, c'est 4 km. Là, c'est 3 km, ainsi de suite. Donc, vous avez les différentes distances. Et la question qu'on se pose, effectivement, c'est quel est le plus court chemin? Comment je vais faire pour aller du point 1 jusqu'au point 7 le plus rapidement possible? Est-ce que vous pouvez, par exemple, sur ce graphique-là, me déterminer le plus court chemin? C'est bon, vous m'entendez toujours? Ok, et c'est clair pour le moment. Donc, n'hésitez vraiment pas s'il y a des questions. Donc, voilà, à vous de jouer et me dire, c'est quoi le chemin le plus court pour aller de 1 à 7? Il n'y a pas de piège, hein, donc. C'est juste pour introduire. C'est pour aller de 1 à 7. Oui. Donc le 1, il est là, en fait, c'est l'entrepôt. Je n'ai pas mis le chiffre. Et le 7, c'est le magasin que vous voyez là. Par exemple, pour une livraison, qu'est-ce qu'on doit passer par quel chemin et combien, quelle distance? Donc, au minimum, on peut parcourir quelle distance? 1, 3, 6, 7. 1, 3, 6, 7.
Très bien. Et ça fait combien en distance? 8 km. 8 km, exactement. Donc voilà, vous avez la bonne réponse sur un problème simple comme ça. Donc on peut le modéliser par un graphe, ça va être plus facile à trouver la réponse. Donc un peu ce que vous avez vu le matin. Donc par exemple, je peux traduire ça en graphe. J'ai le point 1, je peux partir vers 2, 3, 4, ainsi de suite, après 5, 6, et c'est ici. Et effectivement, vous avez raison. Le chemin optimal, c'est 1, 3, 6, 7, et ça fait 8 km. Donc, pour ce cas-là, effectivement, c'est simple à résoudre. J'ai pas beaucoup de points. Il y a quelques alternatives. Il y a peut-être une dizaine de chemins possibles. Et on peut les énumérer toutes pour trouver la solution. Donc ça, pour la fonction distance. Je peux faire la même chose avec la fonction temps. Par exemple, je peux minimiser le coût. Si le coût du pont du temps, donc j'ai envie de parcourir ce chemin le plus rapidement possible, ce qu'il nous faut comme autres informations, c'est la vitesse. Par exemple, vitesse de véhicule, c'est 80 km/h, sauf pour 2,5. Donc là, vous avez une autoroute, donc je peux aller plus vite, jusqu'à 110. Et là, vous passez par un centre-ville, et donc on va être ralenti. Et la vitesse, c'est 30 km/h. Donc pour résoudre ça, je vais vous épargner cet exercice-là, mais ce qu'il faut faire, on va traduire sur le même graphe, mais au lieu de mettre distance, on va mettre des temps. Par exemple, là, il me faut 3 minutes pour aller de 1 à 2. Il me faut 1 minute et demie pour aller de 1 à 3, ainsi de suite. Et je peux trouver, pareil, le chemin le plus court. Donc là, ça va être 1, 2, 5, 7, avec une durée de 6,1 minutes. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même solution que tout à l'heure. Donc là, effectivement, quand on a un graphe simple comme ça, c'est très facile à résoudre. C'est normalement, vous prenez une minute, 2 minutes et vous pouvez le résoudre. Dans des problèmes réels, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a des graphes beaucoup plus denses que ça, beaucoup plus complexes que ce graphe-là. Donc on peut être sur des centaines de points, même voire plus. On peut être sur des changements de mode de transport. Donc je peux vous dire, par exemple, là, c'est pas raisonnable parce qu'on est dans une ville, à l'intérieur d'une ville, mais supposons que ces points-là, c'est à l'international, je peux être tenté de changer le moyen de transport, de dire voilà, de là à là, je vais les faire par exemple par camion, mais là, j'ai le choix entre prendre un camion encore ou prendre un bateau ou autre chose. Et là, ça multiplie le nombre de points, et quand on multiplie le nombre de points, ça complique encore le problème. Donc là, on est sur des problèmes de plus court chemin. Donc, je vous ai montré 3 problématiques, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres problèmes. C'est un problème complexe à résoudre, et cette complexité vient de différents aspects. Le premier élément de complexité, c'est l'aspect combinatoire. Comme je vous ai dit ici, sur le graphique d'avant, donc il y a peut-être une dizaine de chemins. Là, si je prends l'entrepôt, on va se retrouver face à peut-être 40, 50 chemins facilement. Là, pour approvisionner une usine, on va se retrouver avec des centaines de chemins possibles. Et pareil, quand on est sur des SAMU comme ça, des interventions, ça peut être des dizaines et des dizaines de chemins. Donc, le fait que j'ai du combinatoire, rapidement, c'est très difficile à trouver la solution optimale. Donc là, il nous faut des outils. Autre élément de complexité, ça peut être sur du stochastique, c'est-à-dire de l'aléatoire. Là, par exemple, je vous ai dit, entre 2 et 5, c'est 110 km/h, mais en réalité, ça, c'est la vitesse limite. Ça peut changer. Peut-être un jour où c'est vraiment chargé, si vous avez beaucoup de circulation, je peux être peut-être à 70, à 80. Donc, ce que j'ai mentionné tout à l'heure comme étant 1,6 minutes, c'est en réalité, c'est 1,6 minutes plus ou moins quelque chose. C'est aléatoire, je peux le représenter par une variable aléatoire, et donc ça rajoute d'autres éléments de complexité à mon problème. Je peux être sur du multicritère, c'est-à-dire que là, on a vu que pour le même problème, on l'a résolu de 2 façons différentes, une fois en minimisant la distance, une deuxième fois en minimisant le temps. On peut être sur un décideur qui va vous dire non, j'ai besoin des 2 en même temps. À la fois, ça m'intéresse la distance, le temps m'intéresse aussi, les émissions CO2 peuvent m'intéresser, les nuisances sonores et plein d'autres critères. Et là, il faut appliquer des techniques multicritères pour résoudre ça.
Je peux être sur du multi-acteur, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs personnes qui doivent décider sur le même problème. Et donc là, comment je peux concilier ces différentes personnes? Une personne qui va me dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps, parce que ça me coûte du carburant, ça me coûte plutôt du temps de chauffeur, donc il faut qu'il revienne plus vite pour que je puisse faire autre chose. Une deuxième personne va vous dire non, c'est la distance qui m'intéresse parce que c'est du carburant, c'est d'utilisation de camions, ainsi de suite. Et donc, c'est ça ce qui me coûte cher, ainsi de suite. Et vous pouvez être sur des problèmes vraiment de big data, des informations. Par exemple, ce problème de SAMU, j'ai travaillé dessus donc il y a quelques années avec j'ai encadré une thèse de doctorat sur ça, et les ambulances avaient des transmetteurs GPS, et donc on les localisait en temps réel. On sait en temps réel où est-ce que l'ambulance elle est, et en fonction de l'état du trafic, on peut changer de chemin en cours de route. Je peux lui dire normalement c'est prévu d'aller de 1, 2, 5, 7, mais en arrivant à 2, je sais qu'entre 2 et 5, c'est bouchonné. Donc, je vais lui dire, non, tu changes de chemin, tu pars plutôt vers 3. Ainsi de suite. Et l'objectif, c'est d'arriver vraiment le plus rapidement possible vers ce point 7. Donc, tout ça, c'est des éléments de complexité et on a besoin d'outils pour pouvoir les résoudre. Je n'ai pas le temps de vous montrer tous ces outils-là. Je vais me concentrer sur un seul, qui est la programmation dynamique et qui va plutôt nous servir quand on est face à des problèmes combinatoires. Quand vous avez beaucoup de solutions possibles, la programmation dynamique est là pour essayer de simplifier le problème, de vous trouver une solution optimale. Vous allez voir qu'on est sur quand même une solution optimale, donc ça, c'est très intéressant, en ayant recours à un temps de calcul le plus rapide possible pour pouvoir résoudre ces problèmes-là rapidement, donc pouvoir prendre des décisions en temps réel, ainsi de suite. Juste une petite parenthèse, on peut utiliser aussi la programmation dynamique pour résoudre des problèmes stochastiques. Donc, quand j'ai des aléas, je peux aussi utiliser la programmation dynamique. On a une branche de la programmation dynamique qui s'appelle programmation dynamique stochastique. Je n'ai pas prévu d'y parler, mais si besoin, et si vous avez des questions sur ça, donc pareil, n'hésitez pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon pour le moment? Pas de questions? Okay. Oui, ça va. Ok, très bien. Ça me rassure en fait de vous entendre aussi parce que vu que je suis à distance, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas est-ce que la connexion fonctionne bien et tout. Donc n'hésitez pas aussi à réagir pour me donner signe de vie. Donc je vais m'attaquer à la deuxième partie qui est la programmation dynamique. Donc quels sont les concepts de base pour résoudre le problème du plus court chemin, mais pour résoudre plein d'autres problèmes. Donc ça c'est une technique largement utilisée. Donc, pour vous expliquer déjà le concept de la programmation dynamique, quand on est face à un problème complexe, donc là, avec ce cercle-là, cet ovale, je représente un problème. Donc, normalement, je dois faire une optimisation globale. Une optimisation globale par exemple, la programmation en mathématiques, par la théorie des graphes. Rapidement, on se heurte à la taille du problème. Quand on est face à des problèmes réels, des problèmes industriels, rapidement, on a des tailles de problèmes qui explosent. Et du coup, ça va être très difficile à les résoudre de façon en une seule itération et avec un temps de calcul raisonnable. Même si on sait modéliser, on va être heurté ou d'être énorme et donc qui va nous bloquer par rapport à ça. Donc, il y a deux techniques qu'on peut utiliser. Une première technique qui s'appelle optimisation locale. On parle d'algorithme glouton, c'est-à-dire que je vais diviser ce problème-là en une multitude de sous-problèmes, bien sûr de taille plus restreinte, donc plus facile à résoudre. Cette technique-là, elle est efficace si vous n'avez pas d'interaction entre les problèmes. Si j'arrive à montrer que chaque problème il est indépendant des autres, là, je peux garantir l'optimalité de la solution. Par contre, si vous n'avez pas cette règle-là, et la plupart des problèmes, vous avez des interactions, vous allez vous retrouver avec plein de solutions locales, d'optimums locaux, et ce que vous avez vu certainement en maths, c'est que l'ensemble d'optimums locaux ne représente pas l'optimum global. Donc, on risque d'être loin
de l'optimum global. Donc, on a une deuxième technique, et cette technique-là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la programmation dynamique. Donc, la programmation dynamique, elle va partager le problème en sous-problèmes, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'elle va essayer de résoudre un bout de problème, et après utiliser cette solution-là pour résoudre un problème encore plus grand, et petit à petit, on va aller vers le problème total. Donc, au final, je vais résoudre ce problème-là de façon optimale. Donc, la programmation dynamique, une première information importante à savoir, c'est que la solution que je vais obtenir, c'est une optimisation globale. Donc, je ne suis pas au même niveau que les algorithmes glotaux. Après, bien sûr, il y a le revers de la médaille, la complexité derrière, c'est que ça s'apprête à des problèmes qui peuvent être modélisés de cette façon-là. Donc, il faut que j'arrive à trouver une modélisation qui me garantit que si je résous un bout du problème, je peux pouvoir utiliser ça pour résoudre un autre bout, ainsi de suite. Et vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'y apprêtent. Donc, on peut utiliser cette logique de programmation dynamique pour pouvoir les résoudre. Donc, déjà, pour vous donner quelques éléments, qu'est-ce qu'on met derrière ce problème? Par la définition. Donc, ce qu'on appelle programmation dynamique, c'est une technique mathématique basée sur l'énumération implicite. Donc, en fait, pourquoi on parle d'énumération implicite? Vous allez voir, on va l'appliquer après sur un des premiers. Oui, le partage qass. Très bien. Donc, bizarre, parce que là, il me dit stop sharing, normalement, et je repartage à nouveau. Donc, autorisé. Donc là, vous voyez mon écran à nouveau? Oui. Ok, très bien. Donc, allez ici. Est-ce que je l'ai sous format? Ok, je vais mettre en diapo. Ok. Donc, elle est basée sur, comme je vous dis, l'énumération implicite, c'est-à-dire qu'on va trouver une astuce pour ne pas énumérer toutes les solutions possibles. Sinon, on revient au premier problème où ça devient très, très combinatoire. Il y a beaucoup de solutions possibles. Donc, on va énumérer quelques solutions. Vous allez voir comment on fait ça, permettant d'étudier des problèmes d'optimisation et donc de décision et des processus de décision séquentielle. Donc, on l'utilise pour l'optimisation, bien sûr, pour des problèmes de décision. Donc, celui qui a inventé cette méthode-là, c'est la personne que vous voyez ici devant vous. Il s'appelle Richard Bellman, donc c'était dans les années 1950, pour plutôt résoudre des problèmes logistiques pour l'armée. Et après, on a utilisé ces techniques-là, effectivement, pour résoudre d'autres types de problèmes. Et le principe, comme je vous ai expliqué, c'est décomposer un problème en sous-problèmes, qu'on appelle phase aussi, pour être résolu de manière séquentielle. Donc, si je vous donne plus d'éléments pour vous illustrer ça, donc la programmation dynamique se base sur ce qu'on appelle le principe d'optimalité de Bellman. Donc, c'est quoi le principe d'optimalité de Bellman? C'est qu'une solution optimale contient des solutions optimales pour tous les sous-problèmes. Donc là, peut-être c'est abstrait pour vous, mais je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Vous m'avez dit que le chemin optimal, c'est ça. C'est d'aller, pour aller de 1 à 7, le chemin optimal, c'est de faire 1, 3, 6, 7. Ce que le principe d'optimalité de Bellman vous dit, c'est que si je prends un sous-chemin, par exemple, si je veux aller de 1 à 6, je peux vous montrer que le chemin optimal, c'est de passer aussi par 3. Donc, c'est de prendre le même parcours que tout à l'heure. Et on peut le montrer facilement par l'absurde, parce que si vous dites le chemin de 1 à 6, il est différent de ce chemin-là, c'est-à-dire que vous pouvez aller de 1 à 7 de façon différente et meilleure, parce que si vous me dites il faut faire 1, 4, 6, c'est-à-dire 1, 4, 6, c'est plus court que 1, 3, 6, et du coup, 1, 4, 6, 7, c'est plus court de 1, 3, 6, 7. Donc ça, c'est le principe d'optimalité de Bellman. C'est que un chemin, si on a, en tout cas, une solution optimale, si elle passe par différentes phases, donc pour aller vers ces phases-là, on est sûr qu'on est aussi sur des solutions optimales sur ces sous-problèmes-là. Et donc ça,
c'est ce qu'on va exploiter comme propriété pour pouvoir résoudre des problèmes complexes avec la programmation dynamique. Et donc, en termes d'application, il faut qu'on arrive à trouver cette propriété-là dans les problèmes. Et donc, ça s'applique sur la théorie de contrôle. En mathématiques, on a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus par la programmation dynamique. En économie, management des opérations et plein d'autres domaines, télécommunications et autres. On peut montrer ça parce que généralement, on peut être sur des phases. Par exemple, là, pour aller de 1 à 7, je peux le décomposer en phases. Il faut aller à un premier point au départ, après un deuxième point, un troisième point, jusqu'à arriver vers la destination finale. Et donc, quand on a cette propriété-là, on montre que la programmation dynamique peut être utilisée et peut nous aider à résoudre des problèmes complexes dans ce contexte-là. Donc, voilà des applications, production, stockage, allocation de ressources, maintenance, remplacement d'équipements et autres. Donc là, je cite vraiment ceux qui sont plus du domaine du génie industriel, mais dans toutes les disciplines, en génie civil, génie mécanique et génie électrique, on peut trouver, donc en informatique, on a des problèmes, plein de problématiques qui peuvent être résolues par la programmation dynamique. Est-ce que c'est clair pour le moment? Sur le principe, c'est clair? Oui, ça va. C'est bon? Ok, très bien. Donc, regardez, avant d'aller vraiment vers comment on le fait de façon, disons, formalisée, je vais essayer de le résoudre sur ce problème-là, d'utiliser la programmation dynamique pour résoudre ce problème du plus court chemin. Donc, en fait, quand vous avez un problème de plus court chemin, on peut être sur plein de chemins possibles. Donc, on peut avoir le nombre de chemins possibles monte en exponentiel en fonction du nombre de sommets. Donc, la programmation dynamique, elle va nous dire non, on n'a pas besoin de regarder tous ces chemins-là, pardon, mais on va essayer de résoudre un nombre de problèmes égal au nombre de sommets. Donc, il suffit de résoudre un nombre de problèmes égal au nombre de sommets. Si vous avez 100 sommets, vous allez résoudre 100 problèmes, mais 100 problèmes, c'est beaucoup moins que ce que vous devez regarder si vous allez à regarder tous les chemins possibles. Donc, comment on va raisonner en programmation dynamique? On va essayer de dire, pour chaque sommet, donc je prends un sommet I donné, je vais calculer la longueur du plus court chemin qui va de 1 vers I, en parcourant tous les chemins qui mènent vers I. Et donc, ça, c'est l'approche programmation dynamique. Donc, par exemple, pour faire d'aller de 1 à 1, je sais que la distance minimale pour aller à 1 égale à 0, parce que c'est mon point de départ. Après, je peux dire, je veux aller à 2. Donc, regardez comment on fait. Donc, des mines de 1 égale à 0, 10 mines de 2. Donc, pour aller à 2, automatiquement, il faut passer par 1. Donc, je peux écrire ça, 10 mines de 1, et vous voyez que j'ai déjà la réponse, plus la distance entre 1 et 2. Donc là, j'ai la distance entre 1 et 2, et c'est égal à 4. Et donc, je sais que 10 mines de 2 égale à 4. Par exemple, si je vais aller plus loin, 10 mines de 3. Donc, si je regarde le sommet 3, je vois que je peux aller à 3 en venant soit de 1, soit de 2. Et donc, j'ai deux possibilités et je vais comparer ces deux possibilités-là. Donc, soit ça va être le minimum entre 10 mines de 2, donc la distance minimale pour arriver à 2, plus la distance des deux 3. Donc, je vais commencer par ce point-là et venir ici. Et vous voyez, je vous dis commencer par ce point-là. En réalité, je n'ai pas besoin de regarder qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, tout ce qui se passe avant, il est résumé dans cette information-là, 10 mines de 2. Donc, 10 mines de 2 plus des 2, 3. Et 10 mines de 1 plus des 1, 3. Donc, je compare les deux et je trouve 6 pour la première, 2 pour la deuxième. Et donc, le minimum, c'est 2. Et cette information-là va nous permettre d'aller encore plus loin. Donc, par exemple, 10 mines de 4. Pour aller à 4, je peux soit venir de 1, soit venir de 3. Donc, je vais comparer les deux chemins. Donc, 10 mines de 1 plus des 1, 4 par rapport à 10 mines 3 plus des 3, 4. Donc, ça fait mine 3, 5 et ça fait 3.
et ainsi de suite. Donc, 10.5, pareil, je peux soit venir de 2, soit de 3. Donc, vous voyez, toujours, je regarde que les deux sommets, les sommets qui précèdent. Je n'ai pas besoin d'aller vraiment loin vers tout le graphe. Et donc là, je peux construire le 10.000 de 5, je peux construire le 2000 de 6, et au final, je vais aller vers le 10.000 de 7, et ce qui m'intéresse, c'est ce point-là. Donc 10.000 de 7, il me dit, pour aller à 7, vous pouvez soit partir de 5, soit de 6, 10.5 plus D5, 7, et 10.6 plus D6, 7, donc ça fait 9 et 8, et le minimum, c'est 8, c'est ce que vous avez trouvé tout à l'heure. Et donc là, avec la programmation dynamique, je suis capable de calculer le plus court chemin. Et vous voyez, c'est des calculs simples, même si je vous propose sans sommet, vous allez vous en sortir très rapidement parce que c'est des calculs très simples à faire. Et je sais que 2007, c'est 8, mais est-ce que je sais comment trouver le chemin optimal? Et donc, la programmation dynamique vous donne aussi la réponse parce que, comment vous avez obtenu 8? C'est le minimum entre 10.5 plus D5, 7, qui est égal à 9, et 10.6 plus D6, 7, égal à 8. Donc, j'ai pris le 6. Donc, il me dit là que le chemin le plus court pour aller à 7, il passe par 6. Après, je remonte à 6. Je regarde, c'est 10.3 plus D3, 6, 10.4 plus D4, 6. C'est le minimum entre 4 et 6, c'est le 4. Donc, le 4 provient du sommet 3. Je remonte au sommet 3, il va me dire le 2, il provient du 1. Et donc, le chemin optimal, c'est 1, 3, 6, 7. Donc, à la fois, j'ai la solution optimale et j'ai aussi le chemin optimal derrière, qui est égal à 1, 3, 6, 7 avec une distance de 8 km. Est-ce que c'est clair comment on a appliqué cette programmation dynamique sur cet exemple-là? C'est bon pour tout le monde? فما منها حسب ما قالت وي فما دريدي شيري قال سي كلير. Je vérifie quand même que vous êtes toujours là. Vous m'entendez toujours? C'est bon? Monsieur. Allô, allô? Yes, monsieur, ça va, maman. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous m'entendez? Monsieur اسمع فيها, ça va. I think my... Ça ne me rassure pas beaucoup. Monsieur اسمع فيها, ça va. اسمع فيك, monsieur. Je vois que le partage fonctionne. J'ai l'impression que tout fonctionne. Monsieur اسمع فينا, monsieur. Oui, نسمع فيك. C'est bon. Ah, ça me rassure. نسمع فيك, monsieur. Ah, ok, très bien. Ah, peut-être il y a un petit décalage. Ok, donc pas de souci. Donc, je complète. Si vous n'avez pas de questions, donc j'avance un peu. Donc, comment on formalise tout ça? Donc là, c'est sur un exemple comment on fait, mais je vais vous montrer l'approche globale. Donc, l'approche globale, et après, on fera quelques exemples. Donc, même si ça vous paraît un peu abstrait, donc vous allez voir avec les exemples, ça va devenir beaucoup plus simple. Donc, la programmation dynamique, en fait, on va essayer de minimiser une fonction. Et cette fonction, il faut qu'on soit capable de l'écrire sous forme d'une somme entre t égale à 1 et t. Donc là, c'est du temps, mais pas nécessairement. On appelle ça en fait des périodes, des étages. Ça peut être des étages. Donc c'est une décomposition. Donc je suis capable d'écrire le problème sous forme d'une somme de sous-problèmes sur ces étages-là. Donc ça, c'est vraiment la première condition importante. Dans cette fonction-là, vous voyez qu'il y a deux types de variables. Il y a ce qu'on appelle des variables d'état et vous avez des variables de décision. Donc, la variable de décision, c'est notre décision à nous. Et la variable d'état, c'est à quel niveau on va être. Donc, je vais vous donner des éléments plus concrets plus tard. Donc, quand on est à un étage ou à une période donnée. Par exemple, si je fais le lien avec le problème de tout à l'heure, je peux dire, ma variable de décision, c'est quel chemin je dois prendre. Par exemple, si je reviens en arrière, je suis dans le sommet 3, donc ça, c'est l'état. Actuellement, je suis à 3,
Et la décision, est-ce que je vais aller à 4 ou est-ce que je veux aller à 5 ou à 6? Donc à 3, vous voyez que j'ai 3 choix possibles. Donc ça, c'est ma décision. Et l'état, c'est dans quel sommet je suis. Et donc ça, c'est ce que vous voyez ici, le ST et le XT. XT, c'est notre variable de décision. Donc après, vous avez cette fonction-là. Bien sûr, on essaie de maximiser ou minimiser. On appelle ça fonction d'utilité. C'est la décision, quand je prends la décision XT, sachant qu'on est à l'état ST. Et vous avez une fonction de transition qui va vous décrire comment je passe de ST à ST plus 1. C'est-à-dire que là, je suis à un état qui s'appelle ST. J'ai pris la décision XT et ça va me ramener à ST plus 1. Donc, il faut qu'on arrive à trouver cette fonction-là. Et bien sûr, on part du ST plus 1 final ou initial parfois. Ça dépend, donc, c'est une donnée de notre problème. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la condition au bord. Donc, si je vous résume un peu ça, que ça soit plus concret, j'ai un problème que je vais diviser en étages ici en période. Donc, j'ai par exemple un premier étage, deuxième, troisième, ainsi de suite, jusqu'à l'étage final. Chaque étage, il est caractérisé par des variables d'état, donc S1, S2, S3. Et après, on va dire, je prends la décision X1, ça va me coûter, par exemple, supposons que c'est un coût, ça va me coûter G1 de S1, X1, et ça va me ramener vers S2 ici. Pareil, je prends une décision X2, ça va me coûter tant, et elle va me ramener à S3. Et ainsi de suite. Donc là, je vais prendre une décision XT-1, ça va me coûter tant, et elle me ramène à ST. Et au final, je vais prendre une décision XT qui va me coûter tant. Et donc ça, c'est le principe de la programmation dynamique. Donc on va avoir des étages, et chaque fois, je prends une décision, me ramène vers un autre état. Et donc pour vous donner plus des éléments par rapport problème, donc divisé en étages, on appelle ça période, donc stage, comme je vous ai dit, c'est pas nécessairement du temps, ça peut être vraiment des pays, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des durées de vie, ça peut être, c'est votre modèle qui me dira, donc c'est en fonction de ce que vous essayez de... Une décision, là j'ai mis une étoile parce que quand on dit décision, c'est pas nécessairement nécessaire. On peut passer d'un étage à l'autre sans prendre de décision. Par exemple, là, si je reviens un peu en arrière, je suis automatiquement, je dois aller à 6. J'ai pas de... Je peux choisir entre à 4. La décision, elle est simple, c'est d'aller après à 6. Donc là, ce n'est pas une décision. Donc on fait une décision unique. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit astérix ici. Donc à chaque étage est associé un certain nombre d'états, les informations nécessaires pour... Et donc là aussi, c'est pareil, c'est très important. Pourquoi j'ai mis un petit astérix là, c'est que ces décisions, on a dit, c'est les informations nécessaires pour prendre une décision optimale. L'État, il faut qu'il garantisse qu'on n'avait pas besoin de savoir avant. Donc c'est ça vraiment. Et le plus dur généralement pour résoudre un problème avec la programmation dynamique, c'est de... Et par exemple là, dans notre problème de tout à l'heure, ça peut être des points. Par exemple, le fait que je suis à 3, je sais que je n'ai pas besoin de savoir comment je suis arrivé à 3. Ça, c'est une information qui n'est pas importante pour moi. C'est le fait de dire que je suis à 3, c'est suffisant. Et donc là, c'est une description d'état parce qu'elle ne met pas de savoir tout ce qui s'est passé avant. Et ça simplifie. Donc, il faut trouver ces états-là et comment je peux les caractériser. Donc, la décision va nous de l'étape courante à l'état de l'étape suivante. Étant donné l'état de l'étape courante, donc la décision optimale pendant des étapes présentes. Donc, c'est ce que je viens de vous dire là, et c'est ça, c'est vraiment le principe d'optimalité de Bellman. Par rapport à ça, donc après, vous avez deux façons de faire. Je vais vous épargner une des façons, celle qui est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle formulation
backward ou formulation retour ou arrière. C'est-à-dire que je vais commencer, je vais vous montrer sur le schéma, c'est plus simple. Monsieur Ziad, Peut-être البارتاج ما عادش موجود. le partage. البارتاج مش موجود عندي. Je vais venir vers le partage. Ce qui est bizarre, si tu vois là, il met stop sharing, donc normalement il partage, donc bizarre. Donc je vais faire arrêter le partage, prendre, et je vais faire écran autorisé. Et donc là, Oui, à nouveau mon écran. oui, ça va, t'as vu qu'il y a un blic. Ok, très bien. Donc, ici, en fait, la programmation, comme je vous ai dit, il y a deux façons de faire. Il y a une formulation qu'on appelle forward et une formulation backward. Et donc, dans la formulation backward, ce qu'on va essayer de faire, c'est cette fonction, tout à l'heure, c'était une somme des g de t. Je vais l'écrire d'une autre façon. Je vais l'écrire, en fait, un de t plus f de t plus 1. Et en fait, le f de t plus 1 juste représente la somme des g à partir d'un moment t. Donc, regardez comment je vais raisonner. Je vais commencer par résoudre le bout du problème. Donc, g de t là. Une fois que j'ai résolu ça, je vais utiliser ça pour résoudre un problème plus grand. Donc, je vais supposer que ça, c'est une donnée. Donc, à partir de S de t, je sais c'est quoi l'optimum ici, et je vais optimiser ce problème-là. Après, je vais aller petit à petit jusqu'au premier problème. Donc, ce que j'appelle f de t, c'est tout simplement ce grand cercle. Par exemple, pour un t donné, ça va être un cercle plus un élément g qui est un g supplémentaire. C'est ce que vous voyez là, en fait. C'est g de t, de s de t, x de t, plus f de t plus 1, s de t plus 1. Et donc, en faisant ça, je vais pouvoir le problème. Donc, généralement, sur les exemples, on va l'appliquer plus en détail. On va être sur des tableaux de ce type-là. Donc, je suis ici, je vais remplir S de t possible. Quelles sont les états possibles? Quelles sont les décisions que je peux prendre? Vont vous ramener vers un ST plus 1. Donc, c'est un nouvel état qui est ST plus 1 ici. Donc, ce nouvel état va vous permettre de calculer G de t. Donc, en fait, le S de t plus S de t vous donne le G de t. Donc, ici, je peux calculer ce coût-là. S de t plus 1, il va vous permettre de calculer ft plus 1. D'ailleurs, en fait, il est calculé, déjà calculé, donc on va l'utiliser. Et la somme de ces deux-là va vous donner f de t. Et on passe au t précédent. Donc, on passe à t-1, je refais la même chose. Je passe à t-2, je refais la même chose. Et l'objectif, c'est de trouver le S de t et la solution f1 de S de t. Et donc, si vous arrivez à la calculer, vous avez votre solution optimale du problème. C'est clair. Pour le moment, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Vous m'entendez toujours? Vous voyez mon écran? Oui, je pense qu'il y a un bon décalage. Oui, c'est clair. Je n'entends peut-être pas. J'arrive un peu en retard. OK. Donc, on va illustrer tout ça maintenant avec des exemples vraiment concrets. Comme ça, ça facilite un peu la compréhension de tout ça. Et donc, je vais commencer par un premier exemple. J'ai perdu la présentation, elle est là. Donc, un premier exemple de production, stockage. Donc, ça, c'est on retrouve dans la plupart des entreprises. Bien sûr, j'ai pris un cas très, très simple pour qu'on puisse appliquer la programmation dynamique facilement. Qui doit décider des quantités à produire afin de satisfaire les commandes sur les périodes à venir. Donc là, on a le temps, donc quelle période à venir? On a un stock initial qui est égal à 0. Et pour la période, vous avez à la fois la demande. Donc D de T, c'est la demande de la période T. Depuis le début, je suppose la demande de façon déterministe. Vous avez
production, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez faire fonctionner votre machine pour produire, ça vous coûte C de T. Si vous ne produisez rien, bien sûr, ça vous coûte 0. Vous avez un coût unitaire de production, que je note P de T ici, c'est-à-dire une pièce vous coûte tant de la produire. Vous avez un coût de stockage, parce que si à la fin de la période vous avez du stock, ça vous coûte de l'argent, vous allez le garder pour la période suivante, mais ça vous coûte de l'argent, c'est un investissement en avant, c'est un espace de stockage réservé, c'est des mètres carrés, donc ça vous coûte du loyer, ça vous coûte de l'énergie, de l'électricité. Donc on a ce coût de stockage. Et ce problème-là, on peut le formuler avec de la production. Donc je vais vous montrer les étapes de cette formulation-là. Donc, première étape, c'est de déterminer déjà les étages. Donc, suivez-moi bien sur cet exemple, comme ça tout va être clair pour vous. Donc, on a le temps entre 1 et t. Donc, par exemple, là, j'ai un horizon de temps et mes étages, ça va être donc de 1 à t. J'ai besoin de variables de décision. Donc, la variable de décision, c'est qu'est-ce que vous devez décider. Et là, dans ce contexte-là, ce que je dois décider, c'est est-ce que je produis, bien je peux produire. Donc c'est pour ça, une variable de décision x de t, c'est la quantité à produire pendant la période t. Bien sûr, ce x de t va avoir une contrainte de capacité de production derrière. Donc il faut que ce soit cette capacité de production. J'ai rajouté une deuxième variable parce qu'on en a besoin quand on écrit les fonctions, c'est y, fonction binaire, égale à 1 si on décide de produire, 0 sinon. En fait, pourquoi j'introduis celle-là? Parce que vous vous rappelez, il y avait un coût fixe. Et donc, en fonction de x, je ne sais pas écrire le coût de production. Il faut que Ct soit égal à 0 si c'est 1 et Ct égal à… Donc, le coût fixe égal à Ct si je produis 1, 2 ou 3. Donc, c'est pour ça que je mets un y, ça va me faciliter la modélisation. Troisième élément important, variable d'état. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser comme variable d'état qui me permet de se passer pour l'historique. Et donc, dans ces systèmes de production, une bonne variable d'état, c'est votre stock. C'est le niveau de stock. Donc, S de T ici, c'est le stock disponible. Le stock, je veux savoir comment je suis arrivé à ce stock. Il suffit que j'ai information stock, j'ai 5 en stock, je peux les utiliser pour décider. Et sans savoir, est-ce que les 5 là, je les ai travaillés le mois dernier, le mois d'avant, est-ce que c'est par 2 mois successifs, ainsi de suite. Toute cette information-là, j'en ai pas besoin. Et le S comme information pour pouvoir décider. La fonction de transition, bien sûr, elle est évidente, c'est le stock de la prochaine période égale le stock actuel. Plus que vous allez décider à produire, donc x de t, moins la demande à satisfaire pendant la période de t. Et donc ça, c'est vraiment les éléments de base dont on a besoin pour lancer notre… Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Oui, oui. Oui, ça va. C'est clair. Vous m'entendez bien? Yes, yes, partage ça va, maman. Et vérification quand même. Ouais, logiquement, ça fonctionne. Effectivement, oui, je pense qu'il y a un bon décalage pour le son. OK? Donc, je continue. Une fois ces éléments-là, on peut aller en récurrence de la formulation backward, qu'on appelle aussi formulation arrière, c'est G de T. C'est le coût de produire X de T pendant la période T. Sachant que le stock au début de cette période est S de T. Donc, il dépend à la fois de votre décision et de l'état. Savoir au début de la période stock et produire. Et donc, si j'écris ce coût-là, voilà comment ça s'écrit. Y de T. Et un coût-là, Y de T. C'est-à-dire vous avez produit, vous payez votre coût fixe une fois. Si
donc vous ne payez pas de C2T. Donc la quantité que vous avez multipliée par le coût unitaire de production, plus ce qui va vous rester en stock, donc H de T, que vous allez multiplier par le stock, et le stock, c'est S de T plus X de T moins D de T. Donc ça représente ce qu'on a S de T plus 1. Donc le niveau de stock de la prochaine période, donc je vais payer un coût de stock ici. Et donc la fonction, le coût optimal, F de T de S, le coût optimal à la fin de l'horizon, donc de T à grand T, c'est au début de la période T et S de T. Et donc ça, je peux l'écrire sous ce format-là. Donc F de T de ma fonction A, F de T plus 1. Donc je vais voir combien ça me coûte sur cette période-là, et après, plus tout ce qui m'a coté entre T plus 1 jusqu'à grand T. Comme tout à l'heure, exactement, quand on a fait, c'est ce qu'on a fait sur l'exemple le plus court chemin. Quand je suis au sommet 4, je vais regarder la distance entre les points précédents et 4, plus le au niveau de ces points précédents. Et donc là, j'ai exactement la formulation. Donc là, c'est comme si c'est la distance. Et là, c'est le coût jusqu'au point suivant. Et donc là, c'est la formulation donc, dynamique. Donc ça, c'est ST plus 1. La condition aux bornes, c'est au bout, donc FT de ST, c'est le minimum de la dernière période. Et ce que je cherche à minimiser, c'est F1 de SA. C'est-à-dire, au début de la première période, en fonction du stock disponible en début de première période, combien ça va me coûter minimum. Donc, minimiser cette fonction de coût. Si je vous donne un chiffre, et on va je vais le passer sur Excel. En 3 périodes, 3 mois ici, 1, 2, 3. Vous avez la demande égale à 1 ici pour le mois 1, 3 pour le mois 2 et 2 pour le mois 3. J'ai un coût fixe de production qui est égal à 3 $, un coût unitaire de production égal à 1 $ par unité, un coût de stockage égal à 0,5 $ par unité par période. Donc la période, c'est les mois qui sont là. Une capacité de production égale à 4, une capacité de stockage égale à 3. Et donc avec ça, normalement, on est capable d'appliquer la production. Est-ce que vous avez des questions déjà? Tout le monde, pas de questions? Ok. Donc, vérifiez, vous avez toujours le partage, vous envoyez l'Excel. Oui, oui, monsieur, ça va. Faible. Non, je n'entends rien. Ok. Ça va, là? Oui, oui. Vous m'entendez toujours ou pas? Monsieur. Oui, monsieur, ça va. Ah, ok, très bien. Merci, Ben, ça me rassure. Ok, donc voilà, donc on va résoudre ça ensemble sur ce petit problème. Donc par exemple, je vais commencer par la formulation BAPA. Donc je me dis, je vais calculer le F3, donc je me mets à la période 3 en fonction du stock en début de période. Donc vous voyez par exemple là, la demande sur la période 3 est égale à 2. Donc je peux arriver en début de période 3 avec un niveau de stock qui peut être égal à 0, ça peut être égal à 1, ça peut être égal à 2. À vrai dire, je peux mettre 3 aussi, mais ce n'est pas intéressant parce que, puisque la demande est égale à 2, je vais avec un stock 3. Je peux montrer que ce n'est pas optimal. Donc là, voilà le niveau de stock possible en début de période. Et ma décision, c'est de
cette demande-là de 2. Donc, si j'arrive avec 0 en stock, obligatoirement, je dois fabriquer 2 ici. Si j'arrive avec 1 en stock, je vais fabriquer. Et si j'arrive avec 2 en stock, je fabrique que 0. En fait, c'est la solution optimale. Parce qu'il n'y a rien de fabriquer plus. En tout cas, vous ne pouvez pas fabriquer, sinon vous allez être en rupture. Et donc, on a dit que satisfaire la demande. Et si vous fabriquez plus, vous allez vous retrouver avec un stock positif à la fin de la période 3. Et ça, ce n'est pas optimal dans notre cas, puisqu'on est en train d'optimiser sur 3 périodes. Donc, le S4 maintenant. Le S4 va être égal, c'est le niveau de stock à la fin de la période 3, donc au début de la période 4. Donc, ça va être égal à 0 ici, puisque je commence avec 0, je produis 2 et je vends 2. Donc, ça me donne 0. Là, je commence avec 1, je produis 1 et je vends 2. C'est pareil, je vais être à 0. Et pareil, là, je commence avec 2, je produis 0, mais je vends 2, je vais être à 0. Et donc, ça, c'est vraiment la première, c'est de déterminer ces 3 colonnes. Et combien ça me coûte sur cette période-là? Ça me coûte sur la période 3. Le fait de fabriquer 2, ça va vous coûter une production, donc 3 $ ici, plus un coût unitaire, 1 $ par unité. Et donc, en fait, ça va vous coûter 5. C'est les plus 2 de coût variable. 2 fois 2, 2 fois 1, ça fait 2, ça fait 5. Et puisque la fin de la période est à 0, je ne vais pas avoir un coût de stockage. Si je produis un seul, c'est-à-dire que ça va me coûter 4 ici. Pourquoi 4? Un coût fixe et 1 $ par unité. Si je produis 0, là, je ne produis pas, donc j'ai ni coût fixe ni coût variable. Du coup, le F4, donc ça c'est à la fin de la période, le F4 c'est juste pour que les tableaux soient écrits de la même façon, parce que là, on s'arrête au bout de la 3e période, donc je n'ai pas un F4, donc ça va être égal à 0, tout simplement ici. Et le F3, c'est la somme de ces G3 là, plus le F4 bis. Et donc, par exemple, là, ça va me coûter 5, ça va me coûter 4 ici, et 0 ici. Que c'est C'est bon. C'est bon. Okay. C'est bon, vous voyez toujours mon écran. Okay. Voilà, là, je t'entends beaucoup plus rapidement, c'est très bien. Okay. Donc, en fait, pour vous illustrer qu'est-ce que ça représente ce tableau-là, à partir du niveau de stock que vous allez avoir en début de période 3, quelle est la décision? Et donc, c'est ça. Donc, je peux, par exemple, à la période 2, pareil, je peux avoir, par exemple, un stock de 0. Si j'ai un stock de 0, la période va produire au moins 3, parce qu'il vous faut. Donc, ok, je produis 3. Vous pouvez produire plus, vous pouvez. Comme ça, il est en stock pour la période 3. Donc, je peux produire soit 3, soit 4. Si je commence avec un stock égal à 1, j'ai besoin au minimum de produire 2, parce qu'il faut quand même satisfaire cette demande de 3 pièces. Comme vous pouvez produire aussi 3, ou vous pouvez produire 4. Pourquoi je n'ai pas mis plus que 4? Parce que n'oubliez pas, la capacité de production ici, elle est de 4, donc je ne peux pas dépasser 4 ici. Pareil, je peux faire le même raisonnement. Donc, par exemple, je peux dire, voilà, je vais commencer avec 2 en stock. Si je commence avec 2 en stock, il faut produire au minimum une pièce, mais vous pouvez aussi produire 2, vous pouvez aussi produire 3. Pourquoi je ne suis pas allé à 4, même si je peux le faire? Parce que déjà, j'ai 2 en stock, j'ai produit 3, donc j'ai 5. Et si vous regardez la demande ici, vous avez 3 plus 2, ça fait 5. Donc, ça ne sert à rien de produire plus, sinon vous allez avoir ça en stock à la fin de la période, et ça vous sert à rien. Okay? Et je peux continuer le raisonnement. Par exemple, je peux commencer avec de 3,
Dans ce cas-là, je peux ne pas produire du tout, parce que déjà, j'ai le stock suffisant pour couvrir la période 2, mais je peux produire pour la période 3, donc je peux produire 1 ou 2 pièces. Est-ce que c'est clair comment j'ai rempli donc, S2, X2? C'est clair, monsieur Sam. Ok, très bien. N'hésitez pas si c'est vraiment pas clair. Donc après le S3, c'est automatique. Le calcul, il est très simple. Égal, donc je peux l'écrire à la main. Donc là, je commence avec un stock de 0. Je produis 3 et je consomme 3. Donc automatiquement, je vais me retrouver avec 0 en stock. Je vais me retrouver avec 1 ici. Là, je vais être à 0, 1 et 2 ici. 0, 1, 2 ici. Et 0, 1, 2 ici. Donc ça, c'est comment je traduis l'état suivant en fonction de l'état actuel. Donc, quand je commence à 0, je produis 3, je vends 3 et donc je me retrouve avec 0. Si je suis à 0, je produis 4, je vends 3, il me restera 1, ainsi de suite. Donc après, c'est un calcul de coût comme on l'a fait tout à l'heure. Donc cette période 2, et ça dépend de votre X2 parce que vous êtes lié au coût de production à la fois fixe et variable. Et ça dépend de S3, combien il va vous rester en stock à la fin de la période. Par exemple, là, j'ai produit 3, ça va me coûter 3 $, qui sont le coût fixe, plus 3 fois 1, donc ça fait 6. Ça me coûte 6 parce qu'il me restera 0 en stock. Si je produis 4, donc je vais payer 3 $, qui est le coût fixe, qui est le coût variable, plus 0,5, puisqu'il me reste une unité en stock ici, et on a dit que le coût unitaire de stockage, c'est 0,5 par $, par unité par période. Donc là, je vais me retrouver avec 7,5. Pareil, je peux faire vraiment le même raisonnement partout. Donc là, je produis 2, et il me reste 0 en stock, donc ça va me coûter 5. Je produis 3, il me reste 1 en stock, donc les 3, ça me coûte 6, parce que 3 plus 3, ça fait 6, et 1 en stock, ça va vous coûter une demi, donc 6,5 ici. Là, vous produisez 4, donc ça me coûte 7 en production, plus 1 en stock ici, ça fait 8 ici. Pareil, 1 ici, ça me coûte 4 en production, et je n'ai pas de stock, donc ça ne me coûte que 4. Là, je produis 2, donc ça va me coûter 5. 3 plus 1 fois 1, ça fait 5. Une unité en stock qui me coûte 0,5 supplémentaire, donc je vais me retrouver avec 5,5 ici. Si je produis 3, ça me coûte 6, plus une unité, 2 en stock, chacune 0,5, ça fait 6, et ainsi de suite. Donc là, je produis 0, donc ça me coûte 0. Je produis une unité en stock, et je produis 2, ça me coûte 5, 2 unités en stock, ça $1. $, ça fait 6. Et donc, du coup, ça me permet de calculer le coût de la période 2 en fonction de ma décision et en fonction du niveau de stock. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Okay. Donc après, le F3, en fait, et ça, la force de la programmation dynamique réside ici, c'est que je n'ai pas besoin de la calculer. Je l'ai déjà calculé, le F3, il est là. On vous dit, c'est quoi le F3? Il suffit de regarder cette colonne-là. Je peux la colorier en... Pour... Donc le F3, il va me dire si... Voilà, le F3 il est égal à 5. Donc là, je vais avoir 5. Si le S3 est égal à 1, le F3 est égal à 4. 0. 1 égale à 4, 2 égale à 0. Donc j'ai repris les 3 chiffres qui sont là. Ici, pareil, 0, 1, 2. Donc je vais avoir 5. 0, 1, 2 ici, je vais avoir 5, 4, 0, 1, 2. Et le F2, c'est tout simplement la somme de ces deux. Donc ici, ça me donne 11.
et je parcours pour tous les autres qui sont là. Okay. Donc là, ça me permet de calculer le F2. Est-ce que c'est clair pour le moment? C'est bon? Donc après, il reste une dernière chose à faire pour ce F2. F2 égale à 0, j'ai quand même deux F2. Ce qui m'intéresse, et si je reviens un peu vers le slide, ce qui m'intéresse, c'est l'optimum. Ce que je cherche ici toujours, c'est le minimum, le coût optimal des périodes PAT. Donc il suffit de regarder, pour un ST donné, c'est quoi l'optimum, il est où? Donc là, si je reviens vers mon Excel, je regarde, j'ai ici 2,11 et 11,5, l'optimum. Donc je vais mettre un aspect. Si vous commencez avec S2 égale à 1, vous avez trois valeurs possibles, 10, 10, 8. Donc le 8, c'est l'optimum. Donc je vais mettre un astérix ici. Par 2, j'ai trois valeurs possibles aussi, 9, 9,5 et 7. Donc l'optimum, c'est 7. Et je vais mettre un astérix ici. Et si je commence par 3, vous allez avoir trois valeurs possibles, 5, 8,5 et 6. Et le 5, c'est l'optimum ici. Et donc là, ça me permet de déterminer quels sont le F2 optimal. Donc le F2 pour S2 égale à 0. S2 égale à 1, F2 pour S2 égale à 2, S2 égale à 4 valeurs, 11, 8, 7 et 5. Yes. Non, c'est clair. Très bien. Et donc là, on a fait optimiser pour la période 2, et il suffit d'optimiser pour la période 1. Et pour la période 1, c'est beaucoup plus simple parce que on a déjà le S de départ. Je vous ai dit, je n'ai pas de stock. Donc, je vais calculer F1 de 0 seulement. Je n'ai pas besoin de calculer F1 de 1, 1 de 2, ainsi de suite. Donc, je vais commencer par S1 égale à 0. Prendre, elle va être, donc, puisque à la période 1, il vous faut au moins une pièce. Donc, il faut quand même satisfaire la demande d'une pièce. Donc, si je commence par 0, là, je vais avoir à produire une pièce minimum. Mais pareil, je peux produire plus. Je peux produire peut-être 2, peut-être 3. Je peux même aller à 4, puisque ma capacité me permet d'aller à 4. Donc, voilà les 4 décisions possibles. Sur ces 4 décisions possibles, je peux calculer quel est le nouveau stock que je vais atteindre. Donc là, en commençant, en produisant 1 et en vendant 1, vous allez vous retrouver avec 0 en stock. Là, vous allez vous retrouver avec 1 en stock, 2 en stock et 3 en stock. Donc, c'est normal, là, c'est X1 moins 1, puisque la demande, comme vous voyez ici, la demande au mois 1, elle est égale à 1. Et pareil, je vais pouvoir calculer le coût correspondant. Donc, G2 ici, plutôt, là, j'ai une petite erreur de frappe, ça s'appelle G1 ici, en fait. Donc, je vais calculer le G1 qui est là. Ce G1-là, je le calcule exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc là, j'ai produit une pièce, donc ça va me coûter 4 $, puisque c'est 3 coûts fixes plus 1 en coût variable, et je n'ai pas de stock. Pour calculer 2 pièces, ça va vous coûter 3 plus 2 plus 0,5 ici, donc ça fait 5,5 ici. Si je fabrique 3, ça va me coûter 3 plus 3 plus 1, puisque j'ai 2 unités en stock ici, ça fait 7. Et si vous produisez 4, ça fait 7 en production, plus 1,5 en stockage, donc ça fait 8,5 ici. Et donc là, c'est le coût donc, de la période 1. Donc le coût juste de la période 1 ici. Pour avoir le coût total, je vais faire appel à F2. Et F2, je l'ai déjà calculé. Donc si je commence avec S2 égale à 0, donc vous voyez ici, l'optimum c'est 11. Donc là, je vais avoir 11 comme valeur. Si je commence avec un S2 égale à 1, je regarde l'optimum ici, et l'optimum c'est 8. Si je commence par un S2 égale à 2, je regarde ces trois valeurs, l'optimum c'est 7 ici. Et si je commence par 3, l'optimum c'est
le minimum entre ces trois-là, ça va être égal à 5. Et donc, du coup, le F1 qui m'intéresse, c'est la somme de ces deux-là. Donc, ça vous donne 15 pour la première valeur. 13,5, 14 et 13,5. Et là, vous voyez que j'ai deux optimums. Donc là, c'est bon, j'ai résolu le problème. On va aller vraiment vers un grand nombre de périodes. Le calcul va rester aussi simple que ça. On n'a pas besoin de complexifier le calcul. On va calculer période par période. Ça fera beaucoup plus de tableaux, mais avec des calculs très simples. Et donc là, vous avez les deux solutions optimales possibles qui sont celle-là et celle-là. Et donc, juste comment je peux savoir c'est quoi la solution optimale? Pour le décideur, ce qu'il cherche, c'est ça, c'est x1, x2 et x3, c'est-à-dire combien je dois produire pour la période 2, combien je peux produire pour la période 3. Et là, je peux lui dire cette information-là ici. Parce que, par exemple, prenons cette solution-là, 13,5. Donc, 13,5, il me dit, c'est x1, donc x1 égale à 2. Et il me dit, je vais être avec. Et donc, quand je vais aller vers un stock égal à 1, je vais aller vers cette période. Et donc, cette période partie-là, l'optimum, c'est ce 8-là. Et ce 8, il faut produire 4 ici. Donc, 2. Donc, cette ligne-là, S3 va être égal à 2. Et donc, je remonte au tableau suivant. Et je cherche S3 égale à 2. Et quand S3 égale à 2, X3, vous voyez qu'il est égal à 0 ici. Donc, voilà la solution optimale. Il faut produire 2 le premier mois, 4 le deuxième mois et 0 le troisième mois. Donc, avec ça, 6. Donc, vous voyez que je réponds à toute la demande. Et c'est la solution qui me coûte le moins cher. On va pouvoir calculer ce 13,5 là, par exemple. Donc, le fait de produire 2 ici, ça va me coûter. Attendez, ce que je vais faire, je vais copier ça ici. Faire simple, je vais faire ça, CTRL X. Et je l'aurais mis ici, CTRL V. Donc, la prod et du coup de stock, je vais vous montrer comment retrouver le 13,5 ici, plutôt que le 13,5, c'est le bon. Donc, ici, je vais mettre. Donc, en production, ça va coûter, pour produire 2, ça va me coûter 5. Coût fixe plus 1 fois 2 en coût variable. En stock, il va me rester une unité en stock, puisque je vais satisfaire la demande d'une pièce. Donc, ça va me coûter 0,5 ici. Période 2, votre unité, ça vous coûtera 7. Et il vous restera 2 en stock. Et ces 2 en stock, vous allez payer 1. Et donc, si vous faites la somme ici, ça va vous coûter 0 et 0 ici en stock. Si je fais la somme de tout ça, vous voyez que j'ai 13,5 ici. Et donc, c'est exactement le chiffre que j'ai retrouvé avec la programmation dynamique ici. Et je peux vous montrer que c'est la solution optimale dans ce cas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça vous donne plus d'éléments, donc c'est plus concret avec cet exemple? Okay. It's pretty clear. Ok, très bien. Ok. Toi, tu triches parce que tu connais le cours avant. Voilà. Mais là, je vais te montrer un deuxième exemple qui va t'intéresser à résoudre parce que c'est l'exemple de l'examen. Oh, je vais partir. Voilà, donc tu vas voir comment résoudre ça. Je dirai pas qu'est-ce que tu as obtenu comme note. Derrière, t'inquiète pas. Donc, qu'est-ce que c'est clair déjà donc, c'est bon sur ce premier exemple. Donc, on va s'attaquer à un deuxième exemple, puisqu'on est plein Covid. Donc, j'ai un petit exemple avec le Covid pour résoudre ça, et ça change un peu de la production stockage. Ça va permettre de s'ouvrir sur d'autres domaines. Donc, ici, on a l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, qui constitue des équipes médicales qui vont pouvoir aller dans des pays en voie de développement pour aider effectivement à faire face à la pandémie du Covid-19 et donc pour améliorer la performance du système locaux. Et donc on va regarder un problème très restreint par rapport à ça.
on va se focaliser sur 3 pays et on dispose de 5 équipes médicales qui pourraient intervenir dans ces pays-là. Donc là, l'OMS va décider pour chaque pays combien il va envoyer d'équipes. Et donc pour ça, il faut déjà calculer ce qu'on appelle notre fonction d'utilité de tout à l'heure. Par exemple, une façon de calculer la fonction d'utilité, c'est de dire, voilà, j'ai un pays donné, pour le pays 1 par exemple, en fonction du nombre d'équipes que je peux envoyer vers ce pays-là, parce que par exemple, je peux décider d'envoyer 0 équipe au pays 1, une équipe, 2, 3, 4 ou 5 équipes. Et en augmentant le nombre d'équipes, normalement, vous allez augmenter la performance. Et donc, comment on a mesuré la performance ici? C'est le nombre de cas qu'on peut traiter par semaine quand on loue X cas équipes. Donc ici, par exemple, le fait d'envoyer 0 équipe, c'est-à-dire que le nombre de cas additionnels, parce que déjà, le pays, il traite aussi, il a ses propres moyens pour traiter des cas Covid, mais puisqu'on envoie 0 équipe, on ne va pas augmenter ce nombre initial. Si j'envoie une équipe, elle va être capable de traiter 45 000 cas par semaine. Si j'envoie 2 équipes, ils vont être capables de traiter ensemble 70 000 cas. 3 équipes, 90, 105, 120, ainsi de suite. Le pays 2, c'est pareil, c'est d'autres chiffres, mais c'est la même logique. Donc, je commence par 0, je suis à 20 000, 45, 75, 110, 150. Là, c'est pareil, 0, 50 000, 70 000, 80 000, 100 et 130 000. Okay? Et donc, la question que se pose l'OMS ici, c'est pour chaque équipe, chacune de ces 3 pays-là, combien je dois envoyer d'équipes, sachant que je dispose de 5 équipes. Et là, pareil, on peut utiliser la programmation dynamique pour résoudre ce cas-là. Donc, en programmation dynamique, comment on va faire? Pareil, les mêmes étapes. Il faut identifier les étages. Et donc, les étages ici, vous voyez que je n'ai pas le temps. Et c'est exprès que j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer que ce n'est pas nécessairement le temps qui représente les étages. Par exemple, pour nous ici, ça va être tout simplement les pays. Le pays 1 à 3. Donc, j'ai 3 pays, j'ai 3 étages. Les variables de décision, XK, c'est le nombre d'équipes que je vais allouer au pays K. Donc, combien d'équipes je vais mettre à disposition du pays K ici. Les variables d'état, je vais noter SK, c'est le nombre d'équipes disponibles en arrivant au pays K. Et donc là, vraiment, là, je vous donne la réponse directement, cette variable d'état, mais c'est la question clé, c'est de pouvoir trouver cette variable d'état. Donc, c'est le nombre d'équipes, par exemple, disponibles en arrivant au pays K. Pourquoi cette variable d'état en particulier? C'est parce que c'est elle qui va nous garantir de ne pas avoir besoin de tout ce qui s'est passé avant. Par exemple, quand j'arrive au pays 3 avec 2 équipes, je n'ai pas besoin de savoir comment je suis arrivé avec 2 équipes. Est-ce que j'ai alloué 2 pour le pays 2 et 1 pour le pays 1? Est-ce que c'est 3 pour le 2 et 0 pour le 1 ou toute autre solution? Toutes ces solutions-là ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je suis arrivé avec SK équipe ici. Et cette information-là, elle est suffisante pour que je prenne ma décision. Et donc ça, c'est vraiment la réflexion intellectuelle à mener en programmation dynamique. C'est trouver cette variable d'état. Après, le reste, c'est du calcul simple. La fonction de transition, elle est systématique. Donc, SK plus 1, ça va être SK moins XK, puisque j'arrive au pays K avec SK équipe disponible. Je vais lui allouer XK, donc il va me rester SK moins XK, donc SK plus 1. L'équation de récurrence de la formulation arrière, donc la backward formulation, GK ici, c'est le nombre de cas additionnels traités dans le pays K en y affectant XK. Donc, ce qui m'intéresse à maximiser, c'est le nombre de cas additionnels sur les 3 pays. Et donc, je vais regarder pays par pays. Donc là, en venant avec SK et en allouant XK, je vais avoir ce nombre additionnel. Et donc, ce nombre-là, il est tout simplement égal VK de XK. C'est le tableau qu'on a vu ensemble ici. Donc, V1 de XK pour le premier pays, V2 de XK pour le deuxième, V2, 3 de XK pour le troisième. Donc là, voilà notre GK de XK, SK. Et après, grand FK de SK, c'est le nombre de cas additionnels traités pour le pays
K à 3. Donc là, je vais commencer par un pays K et je vais arriver jusqu'au bout. Et ça, c'est les petits cercles qui s'incrustent l'une dans l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Donc, sachant qu'on dispose de SK équipe au départ. Et donc, du coup, ce que je vais chercher à maximiser, c'est ça. C'est FK de SK égale le max de GK de XK SK. Donc, ce que va m'apporter le nombre d'équipes allouées dans l'équipe K, plus ce que va m'apporter, ce qui va me rester comme équipe disponible sur les pays suivants. Et bien sûr, votre fonction objectif à maximiser, c'est F1 de 5, c'est-à-dire au départ, je suis devant le pays 1 et j'ai 5 équipes de disponibles et je vais commencer donc ce travail-là pour allouer ces équipes-là aux différents pays. Est-ce que le problème est clair pour tout le monde et la formulation? Donc le problème, à la fois le problème et la formulation en programmation dynamique, est-ce qu'elle est claire? بالنسبة لي الآن it's clear. I wonder البقية شنو رايكم؟ ça va؟ C'est bon, il n'y a pas de... FK الدريدي شادلي. FK, ok. FK, c'est en fait, c'est le... Regardez comment je l'ai défini. En fait, si je reviens un peu en arrière, c'est une sorte de variable artificielle, à vrai dire. On n'a pas besoin. C'est un peu ces cercles-là. C'est des... Je vais revenir, voilà, sur ça, plutôt. Voilà, c'est exactement. En fait, on va avoir un G par période. Par exemple, pour ce pays-là, c'est calculer le profit pour ce pays-là. Pour ce... Quand je passe au deuxième pays, je sais calculer le gain sur le deuxième pays, sur le millième pays. Et donc, ce qu'on a défini comme F, c'est tout simplement la somme de ça. C'est-à-dire, je vais commencer par calculer ce G, donc pour le je vais calculer ce G-là, et la somme des deux fait ce qu'on a appelé le F. Donc, vous voyez, le F ici, c'est le max entre G plus rang. Donc, en fait, le F, c'est tout simplement, pour un pays donné, c'est la somme jusqu'au bout. La somme de mon utilité jusqu'au bout. Est-ce que ça répond à la question? C'est bon? C'est clair. Ok, très bien, merci. Donc, on va résoudre ça. Vous allez voir, je peux le faire avec Excel rapidement. Donc, on va résoudre ce cas-là aussi sur Excel. Donc, je passe de ici et ça va passer par remplir les tableaux de la même façon. Donc, je vais me mettre toujours pays 3. Vous avez les mêmes chiffres qu'il y avait sur la présentation. Donc, ça, c'est, comme je vous ai expliqué, c'est le nombre de cas additionnels qu'on va traiter en fonction du nombre d'équipes par pays. Et donc, maintenant, devant le pays 3, S3, c'est le nombre d'équipes disponibles. Donc là, je peux commencer avec 0 équipe. Si je commence avec 0 équipe, c'est-à-dire j'ai déjà alloué les 5 équipes pour les pays 1 et 2. Je peux commencer avec une équipe, 2 équipes, 3, 4 et 5 équipes. Donc ça, c'est une solution possible. Donc je suis devant le pays 3 et je vais savoir, en fonction du nombre d'équipes qui me reste, qu'est-ce que je vais faire. La décision à prendre. Si vous avez 0 équipe, vous pouvez allouer 0 équipe. 3, vous n'avez plus d'équipe disponible. Si vous avez une équipe, normalement, je peux allouer 0 ou 1. Mais c'est clair que 0, ce n'est pas intéressant. Si vous avez déjà une équipe disponible et vous êtes devant le pays 3, il faut allouer cette équipe-là parce que ça va vous apporter quand même des cas traités supplémentaires. Si vous avez 2 équipes, vous les allouez toutes au pays 3. S'il vous reste 3, pareil. S'il vous reste 4, pareil. S'il vous reste 5, pareil. Donc là, le X3, c'est le nombre d'équipes que je vais allouer au pays 3. Donc, une fois on a fait ça, je peux calculer combien d'équipes va. Donc ça, c'est évident ici, mais c'est pareil parce qu'on a besoin toujours de remplir le même tableau et surtout si vous programmez ça, c'est plus simple d'avoir la même structure. Donc, mais c'est une condition aux bornes.
va me rester 0 équipe, et c'est normal, je n'ai pas un pays 4, donc je n'ai pas besoin qu'il me reste des équipes ici à allouer à un pays 4. Et donc là, on va regarder combien ça va nous apporter en termes de cas supplémentaires traités. Donc là, puisque j'ai alloué 0 équipe, ça va être tout simplement égal à 0. Si j'alloue une équipe, en fait, cette colonne-là, donc une équipe, ça va me rapporter 50 000 cas supplémentaires traités. 2 équipes, 70 000 cas. 3 équipes, 80 000. Ici, même chiffre, donc 50, 70, 80, et c'est vrai. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, effectivement, pour mais comme logique, très très simple. Le F4, comme je vous ai dit, là, on n'a pas besoin. 4, c'est normal, ça en est sur le premier point. Et le F3, c'est la somme de ces deux. Au bout, donc j'ai 50, 80. C'est vraiment le premier tableau d'initialisation. C'est clair, tout le monde, sur le premier tableau? C'est bon? Donc maintenant, passons au pays 2. Donc là, pays 3, mettons-nous, c'est comme si vous êtes devant le pays 2 et vous dites qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre comme décision. Il faut savoir déjà combien d'équipes comme disponibles. Et donc, les équipes disponibles, on peut être avec 0, comme je peux être avec 1, je peux être avec 2, vous allez comprendre pourquoi je les mets éloignés comme ça, je peux être avec 3, 4 ou 5 équipes disponibles. En fait, ce qui est, c'est que ce que vous avez alloué au pays 1, c'est-à-dire si vous arrivez avec 0 devant le pays 2, c'est-à-dire que vous avez alloué déjà 5 équipes pour le pays 1. Okay? Et donc là, on va pouvoir calculer. Donc, si je suis avec 0, c'est tout à fait logique que d'allouer 0 au pays 2. En tout cas, je ne dispose d'aucune équipe. J'aurais aimé avoir des équipes pour les allouer au pays 2, mais je n'en ai pas. Donc, je vais avoir 0 ici. Et donc, le S3 va être égal à 0, tout simplement. Je vais remplir ça. Est-ce que c'est mieux? Oui, je vais remplir ça et après, on calculera les coûts correspondants. C'est plus simple. Donc, si je commence avec une équipe, je fais 2 avec une équipe. Là, je peux soit allouer 0, soit allouer 1. Si j'alloue 0, il va me rester 0, il va me rester 1 plutôt, avec lesquels je peux aller vers le pays 3. Si j'alloue une équipe, il va me rester 0 ici. Pareil, si vous commencez avec 2, vous pouvez dire 0, 1, 2. Et donc là, il va vous 2 équipes, une équipe ou 0 équipe. C'est la décision, la variable d'état au niveau du pays 3. Donc, si vous avez 3 équipes disponibles, vous pouvez allouer 0, 1, 2 ou 3. Pareil, il va vous rester 3 équipes, soit 2 équipes, soit une équipe, soit 0 équipe ici. Et je peux continuer ça. Donc, s'il me reste 4 déjà, je peux allouer 0, 1, 2, 3 et 4. Je vais les avoir dans l'autre sens, 2, 1, 0. Il vous reste 5 équipes. Vous pouvez allouer soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Pareil, vous allez avoir 5, 3, 2, 1 et 0. Et donc là, j'ai déjà mes variables d'état et mes variables de décision qui sont remplies. Maintenant, je vais calculer combien ça va m'apporter. Donc, j'ai 2. Là, j'ai la décision. Donc, je suis devant le pays 2 et j'ai pris ces décisions-là. Donc, la colonne que vous avez là, c'est la colonne des décisions. Et donc, il suffit de prendre les valeurs de V2 de XK. C'est-à-dire, si vous allouez 0 équipe, c'est normal, vous gagnez 0 ici. Si j'alloue 0, donc c'est 0. Si j'alloue une équipe, vous voyez que ça apporte 20.
je vais traiter 20 000 cas supplémentaires. Donc, je vais avoir 20 ici. Là, je suis à 0, pareil, donc 0. 1, c'est 20. 2, ça va me ramener 45 000 cas supplémentaires à traiter. Je vais avoir pareil, 0, 20, 45 et 75. Je suis en train de lire les chiffres de là, du tableau qui est ici. Et pareil, donc je vais avoir donc 110 et 150 après. Donc je vais avoir 75 ici. Si je me mets là, c'est 0, 20, 45, 75 et 100. Je vérifie quand même que c'était bien 110. Oui, 110 et après 150. Et après, pareil, si j'ai le 0 équipe, je vais avoir 0, 20 ici, 45, 75, 110 et 150. Donc là, j'ai rempli une colonne qui me permet de dire combien je vais traiter de cas supplémentaires pilier 2 de ma décision. Donc, cette décision-là va vous donner combien d'équipes va rester pour le pilier 3. Donc, il faut que je calcule le F3. Et le F3, vous l'avez déjà calculé, il est là. Donc, S3, vous avez le S3 ici. Regardez le S3 ici. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fonction de ce S3-là, je vais marquer là. Donc, S3 de 0 égale à 0. S3 de 1 égale à 50. 0, S3 ici égale à 70, voire 0. Donc, toujours dans l'ordre inverse. Donc, si je commence avec 3 équipes, ça va me permettre d'avoir 80. Donc, je vais avoir 80, 0. Si je commence avec 3 équipes dans le 100, 100 000 cas traités supplémentaires, donc je vais avoir 100 ici, 80 donc, 70, 50 et 0. Et après, le dernier, je vais avoir 130 ici. Donc, si j'ai 5 équipes, je vais avoir 130 ici. Et donc, je vais avoir 100 après, 80, 70, 50 et 0. Et bien sûr, le coût total ou le gain total jusqu'au dernier pilier, donc là, je raisonne sur à la fois le pilier 2 et le pilier 3 à la fois, c'est la somme de ces deux-là. Donc, je vais avoir 0 ici et je vais avoir la somme de tout ça. Donc, vous voyez ici, j'ai la somme. Bien sûr, F dépend de S2. Là, par exemple, j'ai une seule valeur possible, c'est 0, c'est bon. Par contre, S2 égale 2 valeurs, c'est 50 et 20. On est devant un problème de optimisation. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les 50. C'est ce qui maximise mon profit ici. Donc, mon utilité, c'est pareil. 2 ici, j'ai 3 valeurs possibles, 70, j'ai 2 valeurs optimales, 70, 70. Là, à 3, j'ai 80, 90, 95. Donc, l'optimum, c'est le 80. 4, 115, 125, 110. Donc, l'optimum, c'est le 125. Et le 5, je vais avoir à chercher l'optimum entre 130, 120, 125, 145, 160 et 150. Donc, l'optimum, c'est 160. OK? C'est bon pour tout le monde? Comment j'ai rempli ce tableau? Oui, Après, ça va. Ouais. je peux vous laisser la documentation, vous pouvez les voir à tête reposée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde comment on a rempli le tableau? Oui, c'est clair, monsieur. C'est bon, pas de réaction. Donc, je suppose que vous m'entendez toujours.
Le partage est toujours là. OK. Non, pas de questions? Ok, très bien. Avec le dernier tableau, donc comme pareil, le dernier tableau c'est simple parce que là vous voyez que j'ai besoin de détailler tous les états possibles. Pour le dernier tableau, normalement vous avez il est imposé donc F1 de 5. F1 de 5, c'est-à-dire je sais que j'ai 5 équipes disponibles, donc le S1 égale à 5 automatiquement. Décider combien d'équipes je vais allouer au premier. Donc, je peux lui allouer 0 équipe, 1 équipe, 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes ou 5 équipes. Ce qui va me rester comme disponible pour le pays 2, là, ça va me rester 5, 4, 3, 2 et 1 et 0 ici. Et du coup, je vais pouvoir calculer le coût. Pareil, là, c'est la même erreur que tout à l'heure. Donc, c'est un G1 ici. Donc, le G1, donc si vous allouez, donc là, on est devant le pays 1. Si j'alloue 0 équipe, c'est normal que je vais gagner 0. Et après, je vais compléter les chiffres par rapport à ce que vous avez eu. Donc, je prends le pays 1, vous voyez, donc 0,45, 70, 90, je vais les noter comme ça. Pas besoin d'aller faire des allers-retours. 45, 70, 90, 105 et 120. Donc, je vais descendre en bas. Je vais mettre 0, donc 45, 70 ici, 105 et 100. Et donc ça, c'est le nombre de cas que je vais traiter, qui est 1 en fonction de la décision qui est prise ici. Maintenant, il faut que je regarde tout le reste, donc les pays 2 et 3, et donc l'information sur les pays 2 et 3, elle est regroupée. Donc, entre G2 et G3. Donc, vous avez déjà l'information sur les deux pays. Et donc, cette information-là dépend de S2 qui est là. Donc, je vais regarder le S2. Par exemple, S2 égale à 5. Voilà, S2 égale à 5. Et 60 qui est là. Donc, on va mettre 160. S2 égale à 4. Je regarde le 125 ici. S2 égale à 3. Je regarde l'optimum ici, c'est 95. S2 70, on voit qu'il y a, mais en tout cas, elles ont la même valeur, ce qui m'a égal à 1. On va avoir 50 et l'autre c'est 0. Donc c'est tout à fait normal. Donc là c'est 50 et là je vais avoir 0. Et ici je vais faire la somme de ces deux. Et ça me donne la solution. Donc pour S égale à 5, voilà ce que j'obtiens. En cherchant, c'est les 170 qui sont. Donc là, vous avez notre décision optimale. Elle va nous rapporter 170. Donc on va pouvoir traiter avec 5 équipes dans 3 pays 170 000 cas supplémentaires de Covid par semaine. Donc maintenant, ce qui intéresse les décideurs, c'est comment je vais répartir les 5 équipes. Donc là, je vais vous montrer que ce qui intéresse les décideurs, c'est ça, c'est X1, X2 et X3. Et donc, on va voir ici. Donc X1, voilà, la décision X1 égale à 1. Parce que je l'ai directement ici. Ça correspond à une décision X1 égale à 1. Avec X1 égale à 1, S2 égale à 4. Donc, ce que je vais faire, je remonte ici pour S2 égale à 4. Donc, vous voyez S2, je prends les valeurs de S2 égale à 4 et je cherche l'optimum ici. Et l'optimum, c'est ce 125 qui est là. Donc, ce 125, voilà la décision à prendre. X2 égale à 3. Donc, ici, mettre X2 égale à 3. Donc, quand je mets X2 égale à 3, il me reste une seule équipe ici. Je remonte au premier tableau.
Donc, S3 égale à 1. S3 égale à 1, donc X3 égale à 1. Donc, c'est tout à fait normal. Il me reste une équipe. Je vais l'allouer au pilier 3. Et donc, je vais avoir 1 ici. Comment je vais trouver ce 170 000? Donc, je vais faire tout simple. Je vais copier ces valeurs-là entre X. Je vais les ramener ici. Et 1, le fait de prendre une équipe, ça va me faire traiter 1000 cas. Pour le pays 2, le fait de ramener 3 équipes, ça va me permettre de traiter 75 000 cas. Et pour le pays 3, le fait de ramener une équipe, ça va vous permettre de traiter 50 000 cas. Donc, vous voyez, j'ai lu l'information directement dans cette. Si je fais la somme, j'ai, vous voyez ici, égal ça. Et donc, c'est 170 trouvé avec la programmation dynamique ici. Donc, ça permet. Et si vous traitez toutes les combinaisons possibles, vous allez voir que la meilleure combinaison, c'est celle qui vous donne 170 ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Ok. Bien. Donc, il reste un quart d'heure. Donc, j'ai un troisième cas, mais je ne vais pas le traiter jusqu'au bout comme ça. Je vais vous montrer ça rapidement et après, je vous laisse un peu de temps si vous avez des questions. Juste pour vous montrer qu'il y a d'autres problématiques vraiment sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, vous avez tout ce qui est problème de maintenance. Donc, par exemple, je vais vous donner d'écrire le problème qui est là. Juste pour vous montrer une application, autre application possible, mais on peut l'appliquer aussi dans plein d'autres cas. Je vais vous donner d'écrire d'autres cas à l'oral. Donc, par exemple, dans les équipes de maintenance, vous avez toujours le problème de renouvellement d'équipement. Donc, le fait cette machine-là, c'est quand est-ce que je la renouvelle, quand est-ce que je dois acheter une nouvelle machine. Et généralement, vous allez avoir un compromis de ce type-là. C'est qu'une machine plus vieille, elle va vous coûter plus cher en maintenance, parce que plus elle vieillit, plus vous pouvez l'appliquer sur une voiture. C'est le même problème pour une voiture, de dire, voilà, j'achète une voiture neuve. Au début, je paye très peu de maintenance sur la voiture. Même la visite technique, c'est une fois sur tous les 2 ans. Il y a très peu de à faire. Et plus la voiture vieillit, plus ça vous coûte cher en termes de maintenance. Pareil, une fois que vous décidez d'acheter une nouvelle voiture, vous pouvez vendre l'ancienne. Ou l'équipement, vous pouvez vendre. Et le prix de vente, il dépend de son âge. Un an, par exemple, ça rapporte beaucoup d'argent. Si vous le vendez il y a 2 ans, ça vous rapporte moins. Si c'est 3 ans, ça va vous rapporter moins, ainsi de suite. Donc là, à la fois, vous avez des coûts de maintenance qui baisse, et vous avez quand même un coût d'une nouvelle acquisition qui est ici, que vous croyez qu'il faut acheter un équipement neuf. Et donc ce problème-là, on peut le résoudre de la même façon avec la programmation dynamique. C'est tout à fait possible. Donc, on a des politiques de remplacement. Sur 5 années, on peut le faire. Et donc, comment je le modélise? Les étages, c'est des périodes de temps, comme tout à l'heure. Les variables de décision, c'est simple, c'est est-ce que je remplace l'équipement ou je ne le remplace pas. Et la variable d'état, c'est l'âge de l'équipement actuel. Donc, vous avez un équipement actuel. En fonction de son âge, vous allez prendre la décision de le remplacer ou pas. Ça dépend. Ici, vous allez avoir une fonction de l'âge de l'équipement. Par exemple, l'âge d'une année, là, je vais payer la maintenance de cet âge-là. Une fois il a une âge de 2 ans, combien ça va me coûter plus tard? Je décide d'acheter un. Je vais. C'est le prix de l'équipement neuf. Et en vendant l'ancien équipement, plus la maintenance, mais la maintenance d'un équipement neuf, donc qui me coûte 1 de 1 ici, qui est la moins chère possible. Bien sûr, plus tout ce qui s'est passé. Et donc tout ça, ça me permet d'optimiser
petit à petit, on peut monter. Donc, si on est sur un horizon de 5 ans, je regarde la meilleure décision au bout de 5 ans, 3 ans, 2 ans, et au final, je vais obtenir, que je commence avec un équipement neuf à l'instant zéro, la meilleure politique pour traiter tout ça. Donc ça, c'est un cas possible, et après, vous pouvez vraiment appliquer, comme je vous ai dit, dans d'autres cas, par exemple, quand on peut faire le minimum de... Je vous donne un chiffre, par exemple, je ne sais pas, 73, par exemple, millim, et quel est le nombre de pièces minimales pour faire cette somme-là, quand on rend la monnaie. On peut le faire avec de la programmation dynamique. Plein de jeux que vous jouez, peut-être, on peut le faire par la programmation dynamique. Par exemple, il y a le jeu où vous avez 30 bâtons et chaque joueur, il doit prendre 1, 2 ou 3 pièces. Et au final, celui qui prend la dernière, c'est celui qui perd. Donc, je peux le modéliser par de la programmation dynamique. Vous pouvez vous amuser vraiment à le faire. Donc, il y a plein de situations où cette programmation, donc cette technique de modélisation de résolution permet de résoudre des problèmes. Et même si on est dans des cas vraiment aléatoires. Donc, juste, c'était une parenthèse et je m'arrête à mon niveau à ça. Si j'ai des demandes aléatoires, par exemple, si je reviens vers l'Excel, je prends l'application 1. Là, je vous ai donné exactement la demande. Mais je peux vous dire, la demande, elle est aléatoire. Par exemple, elle peut prendre la valeur 1 ou 2. Tout simplement, dans ce modèle-là, ce qui va changer, c'est ça, c'est cette valeur-là. Par exemple, ici, j'arrive avec 0. Mais, par exemple, là, c'est la période 2. Donc, j'ai consommé 3. Mais je peux arriver avec 0, je peux arriver avec 1, je peux arriver avec 2, avec une probabilité, une certaine probabilité, parce que la demande, elle est aléatoire. Et le reste du calcul, c'est la même chose. Donc, je peux faire une espérance de gain et ça me permet d'optimiser même des problèmes avec aléas de ce style. Est-ce que c'est... Donc, n'hésitez pas, s'il reste quelques minutes, moi, de mon côté, donc, j'ai prévu d'évoquer que ça comme sujet, donc c'était mon dernier slide. Si vous avez des questions, donc je suis à votre aide. Donc, c'est pas de questions. Tout est clair. Donc, vous êtes maintenant spécialiste en programmation dynamique. Ok. أنا to be honest عجبوني برشا les exemples حسيت خصوصا l'itération تفهم بالباهي كي تعمل itération. It's really nice. Donc, si pas de questions, je vous dis ok, donc au revoir et à la prochaine. Donc, mon question. Imen, elle a disparu. Ah, c'est de retour. Ça va? Oui, oui, j'étais نسمع فيك. كنت نحكي شوية مع عجبوني برشا لي زيكزامبل خصوصا كي نعملوا لي زيتيراسيون حسيت بلي ممكن نفهموا لي كونسيبت أكثر كيفاش يصيروا. ثانك يو لي زيكزامبل كانوا على المحلام خصوصا الدوار. Merci. Bien. Voilà, c'est juste pour vous sortir un peu de contexte ingénieur, problème de production. Donc voilà, mais on peut vraiment appliquer plein de cas. Donc, même pour les jeux, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de jeux qu'on peut modéliser. Et ce qui est intéressant dans les jeux, c'est le jeu dont je vais vous parler, ça s'appelle le jeu des allumettes, je pense. C'est qu'il faut que vous avez des chiffres et il faut garantir. Chaque fois, par exemple, c'est 30, il faut aller à 29. Donc, il faut par exemple prendre une seule au départ pour laisser à votre adversaire 29. Lui, il doit prendre une, deux ou trois. Et en fonction de ce qu'il prend, vous prenez le complément à 4. Donc, et avec ça, vous pouvez gagner. Et ça, on peut le montrer avec la programmation dynamique. On peut montrer que c'est la stratégie gagnante. Et il y a beaucoup de jeux où on peut faire, avec la programmation dynamique, trouver la stratégie gagnante du jeu. OK.
Donc, si pas d'autres questions, je vous dis merci beaucoup pour votre attention et à l'occasion.